régionale de philosophie, pour l'Académie de Poitiers et de Toulouse. Ces travaux de recherche, donc, on va s'intéresser au thème de l'exigence d'humanité dans la relation au soi. Et Brigitte Salvador est membre de plusieurs comités, de groupes de réflexion et de décision à propos de l'éthique médicale. Elle oriente donc actuellement ses travaux de recherche vers la philosophie de la reconnaissance, donc chez Judith Butler. Nous avons grand plaisir donc à vous écouter. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de commencer mon exposé, vous rappeler ceci au cas où certains ne l'auraient pas vu. Donc ce numéro spécial d'Égalité Philosophie qui porte sur qu'est-ce que la philosophie sociale. Je vous encourage évidemment très, très vivement à le lire dans le prolongement de notre journée. Je voulais aussi vous dire, même si j'imagine que vous commencez à être un petit peu fatigué, le plaisir qui est le mien de partager avec vous un certain nombre de réflexions sur la pensée de Judith Butler, qui n'est pas au programme de terminale, il ne sera peut-être jamais, mais néanmoins va vous amener, puisque je n'ai pas l'intention de vous tenir un discours qui vous mettrait en situation de pure passivité, va vous amener à répondre à la question que je soulève avec vous aujourd'hui, à savoir la pensée de Judith Butler relève-t-elle de la philosophie sociale. Alors, tout à l'heure, Éric Bourri nous a clairement montré que cette question finalement trouvait sa réponse immédiate et positive, affirmative par rapport à Axel Honneth. Ça n'apparaît peut-être pas aussi simplement, ou en tout cas aussi évidemment, dans la pensée de Judith Butler. Je vais prendre donc un élément méthodologique assez simple pour vous présenter quelques grandes lignes. Je ne vais pas faire le même type de travail qu'Éric Bourri. Je vais prendre 3 angles dans sa pensée et essayer de les présenter de la manière la plus simple possible. Dans les ouvrages que je vous avais apportés, et si vous vous intéressez à la suite de mon intervention peut-être à la pensée de Judith Butler, je voudrais vous recommander peut-être une méthode pour les livres. En tout cas, par rapport au programme de terminale, il y a certainement des entrées plus simples que d'autres. Celui-ci en particulier, Antigone, la parenté entre vie et mort, fait partie des ouvrages que vous pouvez lire très facilement. C'est une autre lecture d'Antigone, après celle de Hegel, après celle de Steiner. Voilà. Donc il y a là un travail tout à fait intéressant pour comprendre essentiellement le premier axe de sa pensée, c'est-à-dire ce qui est l'objet de cet ouvrage-là, Trouble dans le genre, mais aussi pour avoir accès à la question et les premiers éléments de réponse qu'elle pose, la question étant qu'est-ce qu'une vie humaine vivable? Parmi les autres ouvrages, donc bien entendu celui-ci qui a une particularité, il est sorti en France très tard, c'est-à-dire très longuement après sa parution aux États-Unis, mais aussi après sa traduction dans pratiquement tous les autres pays. Ce sera certainement un élément intéressant que de se demander ce qui a provoqué cette difficulté à voir cet ouvrage publié en France. Paradoxalement, celui qui est sorti aux États-Unis 10 ans après, qui s'appelle Défaire le genre, est sorti avant en France. Donc il y a là un trouble dans la réception du travail de Judith Butler qui méritera peut-être que nous en discutions. Sur les autres ouvrages, très rapidement, je ne vais pas vous faire une bibliographie exhaustive, elle sera sur le site, vous y aurez accès avec des éléments commentés. Je voudrais vous indiquer celui-ci qui s'appelle Le récit de soi. Alors, le titre, je crois, on revient par la traduction française, on revient à Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère. En anglais, c'est Giving an Account of Oneself. Donc, c'est d'ailleurs dans le
l'ouvrage, elle reprend cette expression qu'elle traduit par rendre compte de soi. Vous voyez, on est à la frontière entre la question du récit et la question de rendre un compte sur soi. D'ailleurs, on pourrait jouer sur l'écriture de compte dans cette affaire-là. Et un ouvrage également que je me permets de vous indiquer, qui est, dont je parlerai rapidement, qui s'appelle La vie psychique du pouvoir, qui est un travail vraiment en héritage à la fois de sa thèse qui est sortie somme toute assez récemment, Les sujets du désir, donc un travail de relecture du sujet assujetti au pouvoir chez Hegel comme chez Foucault. Donc il y a là vraiment un travail très intéressant à explorer et à exploiter aussi dans le cadre de cours que l'on voudrait revoir pour la terminale. Très rapidement, vous indiquez ces deux ouvrages également. Celui-ci, Vie précaire, qui a pour sous-titre Les pouvoirs du deuil et de la violence après le 11 septembre 2001. Donc là, on est en prise directe avec une réalité politique qu'elle va analyser par le menu, si j'ose dire, puisqu'elle va véritablement se demander comment il est possible, à la suite de ces attentats, de poser que le deuil a un cadre limité dans le temps, et qu'à partir de ce moment-là, un pouvoir politique peut décréter que le deuil est terminé et on passe à quelque chose qui est une phase de guerre dont vous savez qu'elle a été nommée guerre juste, contre les ennemis. Et dans cela, il y a à la fois son analyse de comment peut-on arrêter le deuil comme ça de façon si brutale, mais aussi comment peut-on considérer que certaines vies peuvent être pleurées alors que d'autres ne le sont pas, ne le seront jamais, parce qu'elles auraient été décrétées non pleurables. Elle n'emploiera pas le terme de « digne d'être vécu », qui pour nous résonne autrement, mais elle parlera, et je terminerai mon exposé là-dessus aujourd'hui, par vie digne d'être pleurée. D'accord ? J'y reviendrai tout à l'heure. Et je termine cette présentation rapide par cet ouvrage, Ce qui fait une vie, qui a pour sous-titre Essai sur la violence, la guerre et le deuil, qui en anglais a un titre vraiment très différent puisque c'est Frames of War, les cadres de la guerre, et l'expression méritera toute notre attention. Je vous indique juste une chose pour un certain nombre d'entre vous qui peut-être préféreraient une entrée par là. Elle y dialogue à sa manière avec Susan Sontag, essayiste et photographe, qui a beaucoup réfléchi à l'impact des images. Et elle va donc ici travailler sur la façon dont cadrer une image nous conduit à voir quelque chose qui est déjà, si vous me permettez cette expression, téléguidé. De ce point de vue-là, elle va réfléchir à la possibilité de rendre visible ce que l'on ne voit jamais, c'est-à-dire le cadre lui-même. Voilà. En particulier, elle va travailler sur les photos des prisonniers à Abu Ghraib. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Judith Butler, et pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Éric Bory, c'est une philosophe qui est encore vivante. Elle est née en 1956. Quand je dis qu'elle est encore vivante, je veux signaler le fait qu'elle-même, quand elle intervient dans des séminaires et qu'elle entend parler d'elle, et qu'on lui pose des questions sur troubles dans le genre qui a presque 30 ans maintenant, elle dit « Je suis encore vivante et il est possible que ma pensée ait un peu évolué ». Donc voilà, ça fait partie de ces auteurs sur lesquels il y aura, bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, des éléments de contradiction, des difficultés dans la pensée, mais qui ne sont pas niés et qui sont bien liés au fait que l'individu est encore vivant et donc lui-même en prise avec ses propres difficultés. Judith Butler est une philosophe qui se revendique comme féministe. Elle occupe à Berkeley un poste de professeur de rhétorique et de littérature et elle est reconnue
sans doute davantage en France et en Allemagne comme philosophe qu'aux États-Unis. Ça nous rappelle qu'on n'est pas forcément prophète chez soi. Elle raconte également que lorsqu'elle a commencé à donner des cours de philosophie, un certain nombre d'universitaires qui devaient se penser comme philosophes sont venus au bout de l'amphi pour écouter ce qui se disait là, qui n'était peut-être pas de la philosophie pure, mais de la philosophie qui avait à voir avec la linguistique, avec l'anthropologie, avec la littérature. Je donne cette anecdote parce que je trouve que dans le cadre de la philosophie sociale et de la reconnaissance de la philosophie sociale, se demander ce qu'est la philosophie et se demander si la philosophie sociale c'est de la philosophie, c'est une question importante. Alors, pour fixer un peu le cadre de mon intervention, je voudrais d'abord faire droit à une citation de Judith Butler que j'extrais de l'ouvrage Défaire le genre, qui me semble être l'un des fils directeurs de sa pensée. Je cite Judith Butler. La question de savoir ce qui rend une vie vivable n'a rien d'une question vaine, ni d'une interrogation réservée aux philosophes. Cette interrogation relève de l'éthique, non seulement lorsque nous nous posons individuellement la question de ce qui rend notre propre vie supportable, mais également lorsque nous la formulons à partir d'une position de pouvoir et du point de vue de la justice distributive, quand il s'agit de savoir ce qui rend ou devrait rendre la vie d'autrui supportable. Donc, vous voyez que dès ce deuxième ouvrage, j'accepte la thèse qui est sortie beaucoup plus tard, la question de la vie vivable se pose pour Judith Butler et va se poser dans un contexte qui est une éthique toujours déjà en prise avec le social. Ça, c'est le premier élément que vous pouvez, je pense, retenir. Alors, je vais me proposer, du point de vue méthodologique, la chose suivante. Je vais vous présenter donc quelques grandes lignes de la pensée de Judith Butler et j'espère que ça vous mettra en situation de répondre à la question initiale, est-ce que sa pensée relève bien du social, en particulier à partir des caractéristiques essentielles de la philosophie sociale, telles que Frank Fischbach les propose dans son manifeste, c'est-à-dire dans cet ouvrage-là. Je vais donc donner un certain nombre de ces caractéristiques pour que vous les ayez en tête au fur et à mesure de mon exposé et que vous cheminiez vous-même pour vous demander si cela répond, si en tout cas la pensée de Judith Butler répond bien à ces caractéristiques. Alors, il y a bien sûr ce que Éric Bory nous a dit, je vais peut-être reprendre des éléments tout petit peu plus précis. Le premier qu'il a donné, je me permets de le renommer également. La philosophie sociale part de l'expérience vécue par les individus eux-mêmes en tant qu'ils sont confrontés à leurs propres conditions sociales d'existence et en tant que ces conditions diminuent ou augmentent leur chance de mener une vie humaine accomplie. Ça, c'est le premier point. Donc, on va partir de l'expérience vécue. On ne va jamais, du point de vue de la philosophie sociale, et je parle bien sûr en présence de Frank Fischbach, on ne va jamais être dans une dimension de la normativité kantienne ou du devoir-être qui consisterait à dire là, cette réalité vécue ne convient pas parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que l'on s'en est faite ou l'idée que la morale pourrait nous permettre de poser d'une vie humaine parfaitement accomplie. Vous verrez qu'on va tourner autour de ces notions, vie humaine accomplie, vie vivable, mais aussi, tout à l'heure, la question de la vie bonne, sur lesquelles je reviendrai. Un deuxième critère, peut-être, la philosophie sociale ne procède pas à un recentrage sur la philosophie elle-même, ni à un sauvetage de son autonomie. Ça, j'ai déjà indiqué une piste concernant ce point. Troisième point, la philosophie sociale ne prétend ni à la découverte de normes universelles, ni à occuper un point de vue impartial ou neutre. Autre point, ces concepts sont à la fois descriptifs et critiques.
Autre élément, on va également aller chercher, hors de la philosophie, de quoi continuer à en faire. C'est une référence non voilée à Canguilhem. La philosophie sociale s'appuie également sur l'idée de la puissance d'agir des individus dont il s'agit de rechercher et de mettre à jour les conditions d'affirmation, de renforcement ou encore d'exploitation. Un point qui a été mentionné ce matin par Frank Fischbach, la philosophie sociale ne pense pas de rupture entre la nature, la société et la politique. Elle se pense également comme partageant des questionnements avec d'autres champs disciplinaires, en particulier en construisant des concepts susceptibles d'être soit retravaillés par ces autres champs, soit empruntés à ces autres champs. Le rapport de la théorie à la pratique est un rapport absolument essentiel pour la philosophie sociale. Elle se pense, et ça, Éric Bory nous l'a rappelé tout à l'heure, comme une démarche philosophique qui entreprend de faire le diagnostic de son temps. Alors on pourra jouer sur la notion de diagnostic, le diagnostic critique, à la manière dont Foucault parle de ce qu'est la critique, et puis peut-être un diagnostic à caractère plus médical, tel qu'il a été présenté chez Axel Honneth. En tant que critique de la réalité sociale, la philosophie sociale réfléchit sur les normes, sur les valeurs qui rendent une évaluation critique possible. Elle peut, par analogie, diagnostiquer des pathologies du social. Enfin, sa démarche s'adresse à des acteurs sociaux susceptibles de s'approprier les résultats de son travail d'évaluation critique de la réalité sociale. J'insiste un tout petit peu sur ce dernier point. Donc elle s'adresse à des acteurs sociaux qui sont en mesure ou seraient en mesure de s'approprier les résultats du travail d'évaluation critique que la philosophie sociale mène. On pourra se poser une question dans le rôle que je qualifierais de passeur, en empruntant peut-être ce terme à la tradition lacanienne. Est-ce que le philosophe social est quelqu'un qui a vocation à entendre les luttes sociales et à être un porte-voix ou un porte-parole pour des individus ou des groupes d'individus qui auraient peut-être du mal à s'exprimer ou à être visibles? Est-ce que le mouvement, autrement dit, part du terrain et place le philosophe social en position d'experts qui pourraient donc dire mieux que les gens ce qu'il en est de leur lutte ou de leurs difficultés, ou bien, et le ou bien peut être pris dans les deux possibilités, alternatives ou non, est-ce que le philosophe social, c'est celui qui finalement serait le passeur en sens inverse, c'est-à-dire qui viendrait mettre à la portée d'un certain nombre d'individus ou de groupes sociaux des concepts dont ils pourraient s'emparer pour rendre leur lutte plus visible et pour affirmer davantage leur existence, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc, voilà les éléments, les critères avec lesquels je vous laisse pendant le temps de mon exposé, et vous allez donc voir si, selon vous, cette pensée répond à un certain nombre de ces critères ou non. Pour qui veut connaître la pensée de Judith Butler, il y a un point d'entrée, si j'ose dire, un point de départ qui est incontournable, pour lequel on pourrait dire qu'il s'agit de ce qu'on nommera universitairement, je pense que vous comprendrez la mesure de prudence qui est la mienne ici, donc de ce que l'on nommera universitairement la théorie du genre. Ce premier point de vue consistera à aller de l'idée, de la remise en cause de l'idée d'identité sexuelle vers le concept de performativité du genre. C'est le travail, bien entendu, qu'elle mène dans le premier ouvrage, pas exclusivement, mais essentiellement, donc dans Troubles dans le genre, et qui a aussi ses ramifications dans Défaire le genre.
Judith Butler a vu son nom associé à ce qu'on appelle la théorie queer. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Queer veut dire étrange. Et la théorie queer, c'est la théorie de ces personnes qui considéraient que rien dans les normes hétérosexuelles ne leur permettait de s'identifier clairement et qui d'ailleurs ne le souhaitaient pas nécessairement. Et lorsque, face à ce qu'elles étaient d'un peu étranges, le terme queer a été lancé, peut-être comme une insulte, ces personnes s'en sont emparées pour dire oui, queer je le suis, je veux bien revendiquer ça, c'est-à-dire je vais incarner et habiter une certaine étrangeté de l'être et de la quotidienneté de l'être qui vit à côté de vous. Donc elle a été associée à cette théorie queer ainsi qu'à la lutte pour la reconnaissance des minorités sexuelles, mais également et plus largement à la défense de l'humain sous l'angle d'une interrogation sans cesse renouvelée, je dis bien sans cesse renouvelée dans son œuvre, sur à quelles conditions une vie humaine est-elle vivable. Tout à l'heure, je vous présentais l'ouvrage d'Antigone. Si on doit ramener ce texte à une question, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire que serait un monde où Antigone pourrait vivre. Donc vous allez voir que cette question va être systématiquement reprise dans son travail. Dans son premier livre, Troubles dans le genre, jusqu'à l'avant-dernier, si on exclut sa thèse, Ce qui fait une vie, Butler s'échine à mettre en évidence ce qui normalement ne se voit pas, c'est-à-dire les cadres mêmes de notre perception du réel humain, les conditions de notre représentation de l'humain. La délicate question de l'identité sexuelle a été le terreau d'une réflexion engagée pour elle, qui, à travers ses ouvrages, a lutté contre ce qu'elle appelle la naturalisation des sexes, en promouvant une historicisation des genres. Ce premier niveau de lecture ne masquera pas ce qui fait le lien dans toute son œuvre, ce travail constant de réflexion sur ce qui fait et sur ce qui défait une vie humaine. Le terme même de défaire le genre, qui est dans le titre du deuxième ouvrage, lui a été vertement reproché par une sociologue comme Marie-Laure Boursier, considérant qu'il ne s'agissait pas de déconstruire ni de défaire, mais bien de construire. Or, vous verrez que l'un ne va pas sans l'autre, bien entendu. Voici ce qu'elle dit des troubles dans le genre et qui vous montrera à nouveau le lien dans son travail sur les questions qui l'intéressent. Je cite Butler. « Les questions qui m'intéressent sont toujours du même ordre. Qu'est-ce qui constitue ou non une vie intelligible? Et comment des présupposés sur ce qui est normal en matière de genre et de sexualité prédéterminent ce qui compte pour l'humain? Autrement dit, comment les présupposés normatifs sur le genre tendent-ils à circonscrire le champ même de la description que nous pouvons faire de l'humain? » Les réticences, à partir du peu que je viens de vous dire, à la considérer comme philosophe, ont été nombreuses. Nombreuses en France, nombreuses à l'étranger. D'abord parce qu'elle semblait ne parler qu'à partir d'un groupe ou de groupes extrêmement minoritaires, justement, les minorités sexuelles. Et d'autre part parce qu'il semblait que sa pensée était une pensée très hétérogène, où il y avait des concepts philosophiques que l'on qualifierait aujourd'hui de mous. Vous savez, comme on dit qu'il y a des sciences molles, il y a des concepts mous. Alors parmi ces concepts mous, il y aurait celui de vulnérabilité. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer qu'il n'est peut-être pas si mou et si inconsistant que cela. Je voudrais également vous dire, au départ, pour vous montrer la difficulté peut-être d'entrer dans la lecture de Butler, le fait qu'elle a reçu, c'est une anecdote, mais je crois que c'est intéressant, nous en parlions tout à l'heure à table, et Franck Fischbach me disait que peut-être Hegel aurait reçu le même prix s'il avait existé. Elle a reçu un prix, non pas le prix Adorno, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est le prix de la critique, mais un prix qui s'appelle The Bad Writing Contest,
qui est le prix de la plus mauvaise écriture stylistique. Alors pourquoi lui accorder un tel prix? Peut-être, en tout cas pour nous, Français, il y a une dimension de difficulté que vous appréhenderez très vite. C'est le style qui est le sien, un style que je qualifierais de style en spirale. Vous lisez une page de Butler et elle est déjà en réponse à une anthropologue, une linguiste, une féministe et une juriste sur des textes que vous n'avez pas lus et vous vous demandez comment vous allez faire pour aborder la deuxième page. Donc on a là effectivement une difficulté à la lire dans la mesure où le parti pris premier de son travail, c'est d'être en dialogue constant, voire en dialogue forcé, avec un certain nombre de philosophes, de psychanalystes, de linguistes, de féministes. La liste serait longue. Alors, ces dialogues forcés ou non, j'en donnerai un certain nombre d'extraits qui seront mis sur le site. Mais pour aujourd'hui, et pour ne pas trop parasiter mon intervention, je vais justement partir du principe méthodologique qu'un certain nombre de ces éléments représentent des scories dont je vais me débarrasser pour essayer de vous donner une idée un petit peu plus claire et directe et unifiée de sa pensée. Donc, contrairement à ce qui se dit volontiers sur le travail de Butler, il n'y a pas, à mon sens, de discontinuité dans son œuvre, entendant par là qu'elle n'a pas quitté le terrain du genre, ni trahi les minorités pour parler de la psychanalyse ou des cadres de la guerre plus récemment. Elle a simplement poursuivi une réflexion que je qualifierais d'éthico-politique et dont j'oserais dire qu'elle était au début et voulait y être. C'est la capacité à être blessé qui inaugure le moment de l'éthique. Et c'est précisément sur la vulnérabilité du sujet à la parole de l'autre, mais aussi dans son nécessaire attachement à l'autre, que se pense une vie humaine vivable. Donc dès le départ, vous voyez, cette notion de vulnérabilité prend un premier sens. Le concept de précarité, qui est peut-être un tout petit peu difficile à utiliser ou à manier en français, dans la mesure où en anglais il y a deux termes. Il y a le terme qui est precariousness et le terme de precarity. Alors les traductions nous donnent un accès assez simple à cela. Il y a une précarité, precariousness qui est plus existentielle, et precarity, c'est le terme qu'elle utilisera pour parler d'une précarité politiquement induite. La manière dont on peut fragiliser davantage des individus qui sont déjà dans une position assez difficile. C'est la continuité de ce qu'évoquait ce matin Frank Fischbach à propos des analyses de Marx. Pour défendre cette thèse d'une pensée unifiée par la volonté de rechercher les conditions d'une vie humaine vivable, il va nous falloir dans un premier temps revenir à la question du genre, et donc plus précisément au trouble jeté sur l'identité sexuelle. Une fois le trouble dans le genre compris comme le moment d'une critique nécessaire des normes hétérosexuelles, qui peuvent aller jusqu'à rendre des vies spectrales, jusqu'à exclure toute visibilité de certaines vies, il nous faudra accompagner un peu la manière dont cette exigence critique peut jouer pour un sujet qui cherche à être reconnu. Dans un deuxième temps, nous essaierons donc de voir ce qu'il en est du désir de reconnaissance en prise avec le risque de forclusion du concept d'humain. C'est cet itinéraire que nous essaierons de mener entre deux concepts clés, celui d'appréhension difficile des vies humaines, c'est le concept que Kim Sang-Hong-Ban-Kung, qui est professeur à Bordeaux, et qui est vraiment une lectrice assidue de Butler, reprend dans le lien qu'elle fait entre le travail de reconnaissance chez Axel Honneth et le travail de reconnaissance chez Butler. Et le deuxième concept que j'utiliserai peut-être plus volontiers, qui est celui de reconnaissabilité. Butler engage enfin sa réflexion sur la voie de l'éthique en prise avec la vie sociale,
Quand je dis enfin, je veux dire par là de manière plus explicite. C'est pourquoi elle se pose et nous repose la question d'Adorno. Je prendrai ici la question qu'elle a reprise au moment de la remise du prix Adorno. Qu'est-ce qu'une vie bonne dans une vie mauvaise? Alors, je le dis dans ce terme-là, même si les germanistes pourraient le reprendre, puisque c'est richtig, ce n'est pas bonne en tant que telle, mais que ça a été traduit comme ça avec son aval me semble extrêmement intéressant, puisque évidemment c'est une manière de répondre à la question antique de la vie bonne et de dire que l'on n'est pas là-dedans. On est dans une éthique qui est toujours en prise avec le social et qui va donc d'emblée se poser dans une situation qui est de prise de conscience nécessaire des difficultés, des souffrances vécues par les individus. Alors, dans le premier temps que je vous propose, nous allons partir d'une question simple. Y a-t-il une différence des sexes fondée sur la nature biologique qui prédéfinit ce que l'homme et la femme seront l'un avec et l'un pour l'autre? C'est évidemment à questionner ce qui se donne ici comme une évidence par un travail de mise à jour de ce qui détermine nos représentations de l'humain que s'est appelé Judith Butler dans son premier ouvrage « Troubles dans le genre ». Certes, avant elle, un certain nombre de féministes avaient déjà œuvré dans le sens d'une mise en question profonde de la loi du genre. On peut penser, en particulier à Simone de Beauvoir, j'y reviendrai, mais on peut penser à quelqu'un comme Monique Wittig dans un ouvrage qui s'appelle La marque du genre, qui avait fait un travail considérable en ce sens. Mais j'oserais dire que jamais personne n'a secoué à ce point le soubassement ontologique de l'existence humaine, que l'ontologie elle-même en vacillerait pour ne pouvoir tendre désormais que vers une ontologie sociale du corps. Simone de Beauvoir avait saisi que le corps est une construction et qu'on ne peut, vous le savez, que devenir femme. Cependant, il y a dans sa pensée, inspirée de l'existentialisme, un cogito, un sujet autonome qui est en mesure de s'approprier ce genre ou d'en choisir un autre. Ce ne sera pas du tout le cas chez Butler, qui d'ailleurs interroge ce sujet soi-disant libre de choisir son genre à partir de l'assimilation des analyses de Foucault sur le pouvoir et l'assujettissement. C'est peut-être le premier point de malentendu sur son œuvre que je me permets de lever. Un certain nombre de détracteurs par rapport à ce premier ouvrage avaient dit mais finalement la théorie du genre ça consiste à croire que chaque matin on se lève, on ouvre son placard, on choisit son genre comme on choisit ses vêtements. Je pense que c'est vraiment un très mauvais procès fait à Butler et c'est surtout une lecture qui n'est pas acceptable dès lors qu'on regarde l'ouvrage de près. Si le genre est construit, ça n'est pas pour autant une solution, une réponse immédiate au problème que l'on se pose, parce que la question immédiate que l'on va prendre en charge, c'est de savoir si la construction du genre implique une forme de déterminisme social qui exclurait la possibilité de toute transformation. Autrement dit, la culture peut-elle devenir un destin qui verrouille le genre mieux que la biologie n'a su le faire? Pour tenter de répondre à cette question et pour en savoir un petit peu plus sur la façon dont Butler va prendre en charge quelques auteurs, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai éliminé un certain nombre d'éléments de dialogue comme des scories, mais il y en a qu'il n'est pas possible d'éliminer complètement. Donc je vais faire une incursion très courte dans la pensée de Freud et celle de Lévi-Strauss. On sait que Freud a montré l'existence d'une sexualité chez l'enfant. Autrement dit, la vie sexuelle n'apparaît pas tout d'un coup sous la forme génitale à la puberté, mais cette découverte, par cette découverte, Freud a mené à saisir la construction du genre, mais pour lui, nous dirons une construction psychique plutôt que culturelle. Freud vient donc, de ce fait-là, ébranler l'idée d'une sexualité hantée sur la nature simplement biologique des sexes, l'idée que la construction psychique du genre ébranle également celle d'un caractère fixe et immuable des choses. Freud y ajoute
que si la bisexualité anatomique est commune aux animaux et aux hommes, la bisexualité psychique, elle, n'existe que chez l'humain. Butler va retenir, vous me permettrez de prendre quelques raccourcis, de la psychanalyse freudienne, deux idées forces. Premièrement, l'identité genrée procède d'une perte, d'un travail psychique de deuil, toujours en partie raté, et donc toujours un peu mélancolique. Deuxièmement, si tout sujet est vulnérable à la parole, comme lien indéfectible avec l'objet de la perte initiale qu'il subit, alors tout sujet est marqué par un attachement passionné à un discours qui le fait être. Vous voyez, cette notion de vulnérabilité, on la retrouve encore par rapport au discours. Nous n'aurons évidemment pas le temps de traiter aujourd'hui du statut de l'être de récit, comme de l'assujettissement par le discours social. Et sur ce point, je voudrais citer deux ouvrages, un que je n'ai pas encore nommé, pour ceux qui s'intéressent plus à une dimension analytique. Le pouvoir des mots, qui a pour sous-titre La politique du performatif, qui est paru aux éditions Amsterdam en 2004. Et surtout, le récit de soi. Pourquoi je voudrais lier ces deux ouvrages pour vous? Parce que c'est Bruno Ambroise qui fait la traduction du récit de soi, de cet ouvrage. Et c'est Bruno Ambroise qui critique vertement la manière dont Judith Butler s'empare du concept de performatif, pour lequel elle va forcer, bien sûr, la lecture de l'épave Austinien. Elle va se servir également de la psychanalyse pour venir compléter la critique qu'elle fait de la pensée de Lévi-Strauss, et en particulier de la lecture qu'il fait du tabou de l'inceste. Je cite à nouveau Butler. On peut remarquer que le tabou de l'inceste ne fait pas qu'interdire l'union sexuelle entre les membres de la même lignée. Il inclut aussi, dit-elle, un tabou de l'homosexualité. S'il n'y avait que l'interdit de l'inceste, il serait impossible de comprendre pourquoi un désir incestueux pour un parent du même sexe ne débouche pas sur d'autres choix d'objets homosexuels non incestueux. C'est donc qu'il y a un postulat inavoué de la psychanalyse freudienne, celui de la prédisposition hétérosexuelle. Par conséquent, c'est l'impérieuse nécessité pour les cultures de se reproduire, ça a été évoqué tout à l'heure, jointe à l'importance de préserver l'identité sociale du groupe qui conduit à l'exogamie, dont l'hétérosexualité est le présupposé nécessaire. Éric Maury faisait référence tout à l'heure à une dimension, on va dire peut-être d'obscurité, sur la manière dont Axel Honneth pense la famille, et peut-être l'impératif qu'il y a derrière de la pensée comme telle. Il y a chez Judith Butler une remise en cause évidente d'une lecture qui serait seulement celle de pouvoir rendre visible que la cellule familiale qui serait propice à la reproduction, pour le dire à minima. Si l'on peut repenser la prohibition de l'inceste qui proscrit et qui autorise les positions de genre comme binaires en termes de production, il est alors possible de commencer à envisager des formes de parenté autres, des genres qui transcendent le masculin et le féminin, des vies autrement vivables. La recherche entreprise par Butler est donc une œuvre de reconceptualisation du corps et du genre, et un travail de mise en exergue des normes qui délimitent ce qu'est la vie humaine. Pour cela, elle a proposé d'abord de jeter le trouble sur la surface apparemment claire de l'identité sexuelle, et même d'aller jusqu'à saisir que l'expression identité sexuelle n'a pas de sens. Le trouble dans le genre, c'est donc le brouillage introduit par la critique philosophique de l'identité. D'un côté, Judith Butler met en lumière la pluralité des identités, ce qui montre l'impossible coïncidence du sujet de genre et du sujet de sexe. De l'autre, elle précise que la possibilité d'échapper à cet ordre traditionnel et essentialiste n'intervient que si on rompt avec l'hétérosexualité normative. Je m'arrête un instant parce que si quelqu'un entend cette expression, si on rompt avec l'hétérosexualité normative, j'imagine quelqu'un qui rentre, qui entend ce bout de phrase,
il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire là? Alors, j'explique immédiatement ce que je crois avoir compris de sa pensée. Rompre ne signifie pas du tout prendre la décision arbitraire de rompre avec une tradition. C'est effectuer simplement le travail critique d'interrogation de la notion de personne. Et là, elle renvoie à la tradition philosophique. Je cite Butler dans Troubles dans le genre. Dans la tradition philosophique elle-même, la notion de personne a été élaborée en travaillant analytiquement avec le présupposé que la personne restait, quel que soit le contexte social dans lequel elle se trouvait, dans un rapport en quelque sorte d'extériorité vis-à-vis des structures qui définissent la personne, qu'il s'agisse de la conscience, de l'aptitude au langage ou de la délibération morale. À l'inverse, on se posera ici le genre de question suivante. Dans quelle mesure les pratiques régulatrices de formation et de division du genre constituent-elles l'identité, la cohérence interne du sujet et même l'identité de la personne? Nous l'avons vu un petit peu plus haut, si la culture devient un destin bien plus ferme que la nature biologique, alors la question qui se pose, et c'est là qu'on peut faire le lien avec ce qui a été évoqué par Frank Fischbach comme par Eric Bory, existe-t-il un moyen de sortir de cette situation, de cette diade imposée par les normes hétérosexuelles? Bref, c'est la question que Butler et les minorités appellent la question de l'agency, de la puissance d'agir. Peut-on sortir de l'impasse dans laquelle la binarité du genre semble avoir laissé la condition humaine? Et si oui, par quels moyens, qui ne soit pas à court ou à long terme une reconduction du même? C'est là le point culminant de Troubles dans le genre. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu longue sur ce point, mais il est quand même clé. Ce qui a parfois été retenu en omettant l'importance de l'analyse philosophique qui précède dans l'ouvrage, le recours à la parodie du drag queen. Si le drag produit une image unifiée de la femme, ce qu'on critique souvent, il révèle aussi tous les aspects différents de l'expérience genrée qui sont artificiellement naturalisés en une unité à travers la fiction régulatrice de la cohérence hétérosexuelle. C'est ce que dit Butler tout à fait à la fin de Troubles dans le genre. Je reprends ça en des termes, vous voyez, c'est peut-être ça le problème du style, je vous entends parler tout à l'heure. Je reprends ça en des termes que j'espère simplifier. Finalement, que se passe-t-il avec l'expérience et la performativité du genre auquel nous donne accès le drag queen? Eh bien, il y a quelque chose que j'oserais dire, une imitation de quelque chose qui n'existe pas. Alors, je force un peu le trait du paradoxe, mais je crois que c'est important ici. Autrement dit, il n'y a pas imitation de l'identité naturelle de la femme, il y a imitation d'une image qui, derrière, ne donne lieu à aucune essence. Voilà la façon dont on peut peut-être rendre cette idée. En tout cas, j'espère l'avoir rendu assez clair. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz tout à l'heure. Cette analyse assène clairement que le genre n'est donc pas une identité stable, mais une identité formée avec le temps par une répétition stylisée d'actes. Ce que le drag montre dans sa parodie, c'est la possibilité de faire échec au caractère définitif de ces identités et de le subvertir politiquement. Ce qu'il nous aide à comprendre, c'est qu'il se livre à une imitation pour laquelle n'existe aucun original. L'expression identité sexuelle a donc perdu son sens au profit de celle de genre. On pourrait aller jusqu'à soutenir ici que le genre est sans origine, si l'on entend par là qu'il n'est pas l'imitation d'un original. Mais il serait également juste de dire que le genre n'est pas un artifice qu'on endosse ou qu'on dépouille à son gré. La définition que Butler va donner du genre peut maintenant être explicitée. Voici cette définition. Le genre est un jeu d'improvisation qui se déploie à l'intérieur d'une scène de contrainte. C'est une définition qu'elle donne dans Défaire le genre. Un jeu d'improvisation du désir dans une scène de contrainte imposée par les normes hétérosexuelles.
mon identité ne se réduit ni à devenir ce que je suis, comme le déroulement d'une naissance, ni à choisir cette identité dans un placard. Alors l'expression placard, vous savez, a peut-être aussi un sens, puisque la sortie du placard, c'est aussi la traduction du titre d'un ouvrage de F. Sedgwick, qui consiste à faire, comme on dit, son coming out, pour le reprendre en d'autres termes. Donc, dans ce mouvement de recherche identitaire, qui va de pair avec une quête de reconnaissance, le sujet du désir entre dans une période trouble qui va l'amener à s'interroger sur ce qui dépend de lui en ces termes. Que puis-je faire de ce qui est fait de moi? Que puis-je faire, agency, puissance d'agir, de ce qui est fait de moi, c'est-à-dire de ce que les normes semblent m'imposer pour pouvoir exister? Autrement dit, quelle est la frange d'action possible d'un sujet assujetti aux normes et qui n'émerge que dans cet assujettisme? Voilà le terme de cette première partie un peu longue qui visait à poser vraiment le cadre fondamental de sa réflexion. J'en viens maintenant à la question du désir de reconnaissance, aux prises avec le risque de ce qu'elle appelle la forclusion du concept d'humain. Bien sûr, le terme de forclusion est emprunté à la tradition psychanalytique et bien sûr, Judith Butler va ouvrir, après avoir, dans Troubles dans le genre, été, disons plutôt très sévère avec les psychanalystes, en particulier les psychanalystes lacaniens. Alors, elle est un peu prudente, elle dit certains psychanalystes lacaniens, mais en tout cas, elle est certainement à ce niveau-là héritière de la façon dont les minorités sexuelles ont pu vivre l'usage par les psychanalystes, peut-être même par un certain nombre de psychiatres, à commencer par Robert Stoller, qui utilise le concept de genre, la manière dont ces psychanalystes semblaient avoir quelque chose à dire à la place des minorités sexuelles. Donc, dans un premier temps, elle était effectivement très opposée à avoir recours à la psychanalyse. Dans un deuxième temps, elle a sans doute lu, réfléchi, dialogué pas mal avec des psychanalystes et son point de vue est, me semble-t-il, un peu plus complexe. Pour vous donner accès à cette difficulté du désir de reconnaissance, je voudrais me permettre de passer par un exemple que je vais emprunter à Nicolas Grimaldi. Donc, plutôt que d'être un peu longue sur la façon dont Butler le précise, je vais partir de quelque chose qui semble être très banal, un peu au sens où Arendt parle de la banalité du mal. Et je voudrais ensuite vous donner accès à ce que cela peut nous permettre de comprendre dans des situations pathologiques beaucoup plus lourdes. Sur le plan méthodologique, il y a peut-être un élément à retenir ici, au-delà de ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire une tendance au forçage des concepts comme une tendance au forçage du dialogue qui la caractérise. Il y a là un élément méthodologique que l'on retrouve chez Freud, qui est le fait de nous donner accès par le biais de pathologie à ce qui se joue en filigrane chez tout un chacun. On va retrouver ça, donc là je vais le prendre un petit peu à l'envers, je vais partir d'une situation qui a priori est assez banale, du moins peut-on la considérer comme telle, et puis revenir à un cas de pathologie après. La tradition hegelienne, dit Butler, lie le désir à la reconnaissance et affirme que le désir est toujours désir de reconnaissance et que ce n'est qu'au travers de l'expérience de la reconnaissance que chacun d'entre nous est constitué en tant qu'être socialement viable. Pour le moment, je n'ai pas encore donné de définition de la reconnaissance, vous allez voir que ça va cheminer. Afin de montrer comment les choses peuvent se passer dans un contexte que je vais qualifier de banal, et tenter de rendre visibles les violences normatives, ou pour le dire de façon plus radicale, la manière d'exclure l'humain de l'humain, je vais emprunter donc un extrait à l'ouvrage de Nicolas Grimaldi qui s'appelle L'inhumain.
De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jugement esthétique. Du moins, c'est ainsi qu'il le présente. Dans ce jugement, ce n'est évidemment pas seulement de beauté dont il est question, mais bien plus sûrement de l'humain, ou encore de ce qui peut être jugé digne d'appartenir à l'humanité ou pas. Je cite Grimaldi. « Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'imbécilité. C'est la société entière dont le niveau s'abaisse à vue d'œil. Il y a là-dedans de la peinture de M. Manet, n'est-ce pas, de M. Pissarro et de bien d'autres. Je le répète, pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale. » Ainsi s'exprimait le peintre Jérôme, qui laissait éclater sa colère dans le journal des artistes, après que l'État eut accepté le legs de Gustave Caillebotte aux fins d'exposition au musée du Luxembourg. L'origine du conflit ne tient pas simplement à ce que l'un peint d'une certaine manière et l'autre bien différemment. Elle tient beaucoup plus profondément en ce que l'un se représente l'humanité d'une certaine manière et l'autre tout autrement. Et Grimaldi ajoute, assez espiègle, « Jérôme peint la mort de César, Pissarro peint des rangées de choux à Pontoise. On n'imagine pas les nus de Jérôme dans un lit, mais on sent bien que ceux de Manet viennent de quitter le leur. » Exprimant des styles d'humanité si différents et témoignant d'exigences morales si différentes, comment l'un aurait-il pu s'imaginer avoir l'autre pour collègue? Comment aurait-il pu imaginer être son semblable? D'un simple jugement esthétique découle donc un monde humain qui, supporté par toute la force de ses représentations, se sentirait vaciller s'il devait accepter d'être pénétré par certaines expressions de l'humain, ce qu'il répugne à imaginer. On est alors amené à s'interroger. Comment poursuivre son existence d'homme, peut-être serait-il plus juste de dire d'humain, quand on est assujetti à des normes qui vont jusqu'à exclure des catégories de l'humain comme pour mieux le définir. Ce qui constitue le socle de la question que je posais tout à l'heure, que puis-je faire de ce qui est fait de moi? C'est essentiellement dans Défaire le genre que Judith Butler ouvre des possibilités de réponse. Elle y constate qu'au fondement du désir d'assujettissement, il y a un attachement obstiné du sujet aux conditions sociales qui lui donnent vie, et que c'est cet attachement qui marque une vulnérabilité originelle à l'autre, afin d'exister. Dans cette opération, la norme ne se contente pas de renforcer le pouvoir social en place, elle est aussi formatrice du sujet. Elle le fait advenir à sa conscience, ainsi qu'à un genre que la matrice hétérosexuelle a au préalable formé. C'est finalement le concept de corps, et même, ceci dit, c'est moi qui force le trait ici, de corps-sujet, qui pourrait nous permettre de mieux saisir le chemin étroit d'une capacité d'agir préservée sous certaines conditions. Le corps, dit Butler, implique mortalité, vulnérabilité et puissance d'agir. La peau et la chair nous exposent autant au regard de l'autre qu'au contact et à la violence. Le corps a toujours une dimension publique. Mon corps est et n'est pas le mien. Offert aux autres depuis la naissance, portant leur empreinte, formé au creuset de la vie sociale, le corps ne devient que plus tard et avec une certaine incertitude ce dont je revendique l'appartenance. À ce niveau-là, je vous invite à réfléchir à la difficulté de revendiquer une autonomie tout en même temps en revendiquant une identité de femme avec, par exemple, la question de la violence faite aux femmes et de la fragilité féminine. On a là des difficultés dont les féministes font état, bien entendu, mais qui nous amènent à comprendre que cette question du corps social est véritablement un enjeu pour essayer de les dépasser. Je voudrais donc vous livrer, comme je vous le disais tout à l'heure, un exemple qu'elle cite dans Défaire le genre, qui est le cas des enfants intersexes.
ces enfants nés avec des caractéristiques sexuelles primaires irrégulières devraient être corrigés afin de se conformer, de se sentir plus à l'aise, d'atteindre la normalité. La chirurgie correctrice est alors accomplie au scalpel de la norme. J'aime beaucoup cette expression qu'utilise Butler, que je trouve extrêmement juste. Il s'agit là de corps en souffrance, portant des marques de la violence et de la douleur. L'idéalité de la morphologie genrée est ici presque littéralement incisée dans la chair. Le cas des enfants intersexes est emblématique de la violence normative d'une médecine soumise au signifiant maître de l'identité sexuelle ou de la différence des sexes. Mais il est également l'élément le plus visible de ce qui se joue en filigrane dans toute autre situation. C'est l'élément méthodologique que j'indiquais tout à l'heure. Si une régulation est ce qui rend conforme, c'est aussi, suivant Foucault, un mode de discipline et de surveillance dans les formes de la modernité la plus récente du pouvoir. Alors, réguler le genre, c'est produire des identités conformes à la norme sociétale de la sexualité, essentiellement l'hétéronormativité. Il semble qu'il reste au corps, que je qualifie de corps-sujet, un espace bien limité pour advenir à ce qu'il pourrait désirer. Car au fond, un sujet préférera s'attacher à la souffrance plutôt que de ne pas s'attacher du tout. Ce que Freud avait remarqué à propos du nourrisson, ressentant un attachement-plaisir à la moindre excitation, même la plus traumatisante, ce qui explique la formation du masochisme. Et Butler ajoute, dans certains cas, la production de l'abjection, du rejet et de la misère. C'est à la fois l'évolution du sujet du désir et sa capacité d'agir qui est en cause dans la réflexion qu'elle poursuit concernant l'assujettissement dans la vie psychique du pouvoir. Elle revisite ici les origines de la conscience de soi, ainsi que les formes d'attachement du sujet de désir. Et elle n'hésite pas, comme je vous l'indiquais, à forcer au dialogue Nietzsche, Althusser, Freud, Mélanie Klein, Hegel et Foucault. Afin de donner une idée de ce que rend possible la réflexion qu'elle y mène, je dirais volontiers qu'elle y imprime l'idée que le sujet de désir est un sujet ouvert aux autres, vulnérable par le fait même qu'il désire être reconnu, et que ce désir-là le transforme d'emblée tout autant qu'il est d'emblée défait par autrui, par les formes d'attachement à autrui. C'est en ce sens un renforcement de la thèse de trouble dans le genre, selon laquelle l'identité sexuelle n'a pas de sens, appuyé ici sur la reprise de la dialectique maîtrise-servitude. Au final, deux points éthiques peuvent être